Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de Technologia. Pour cette nouvelle table ronde aujourd'hui, organisée par EFO et le cabinet Technologia par l'entremise de l'agence .org. Vous savez qu'il y a une série de tables rondes cette semaine, tous les midis et tous les soirs à 18h. Vous êtes conviés pour revenir sur les jeunes et le syndicalisme, sur l'égalité hommes-femmes. Et puis aussi, aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement du burn-out. Où en est-on sur cette question? Comment faire face au burn-out? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui et que nous allons débattre autour de cette table avec nos invités. Denis Garnier, bonjour. Vous avez un micro, voilà, c'est mieux pour vous entendre. Vous êtes formateur pour la Fédération EFO Santé, c'est ça? Tout à fait, oui. Jean-Claude Delgen, bonjour. Bonjour. Jean-Claude Delgen est le fondateur et le directeur général de Technologia. Et Bernard Morat, bonjour. Bernard, vous êtes médecin du travail et initiateur d'un appel pour les médecins du travail pour la reconnaissance de l'épuisement comme maladie professionnelle. C'est bien ça? Voilà. Il marche ton micro? J'ai l'impression qu'il ne marche pas bien. Ça y est. Si, c'est bon. Ça marche. Ça marche, c'est bon. Premier constat, tout d'abord, le burn-out est une réalité aujourd'hui. Il y a un an, Jean-Claude Delgen, vous publiez une étude qui estimait à près de 3 millions les actifs en risque élevé d'épuisement professionnel. Alors, comment et pourquoi avez-vous mené cette étude d'abord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'estimer la charge de travail des salariés. Pourquoi? Parce que tout le monde est équipé d'un outil comme celui-là. Tout le monde travaille chez soi, tout le monde travaille dans les transports. Donc on a une situation où les individus, avec la laisse électronique, sont sans arrêt dans une économie de service en tension. On voit bien que la seule barrière qui reste à la pression, à la toute-puissance du travail, c'est la résistance physique de l'individu. Et donc à un moment donné, on ne peut que s'inquiéter de voir, comme nous le voyons nous tous les jours dans nos études, la montée très importante de l'épuisement professionnel. Encore une fois, cet épuisement professionnel n'est pas propre à la France. Les études montrent qu'en Allemagne, c'est exactement la même chose. En Belgique, dans tous les pays, on a une situation alarmante. Et donc, en cela, nous, Technologia, comme nous sommes responsables, nous avons pris nos responsabilités et nous avons lancé un appel pour dire que le burn-out, l'épuisement professionnel, n'était pas une maladie ordinaire, mais que c'était une pathologie psychique principalement liée au travail et qu'à ce titre, elle devait être reconnue au titre des maladies professionnelles. Voilà, et donc c'est tout le débat aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons un système de reconnaissance des maladies professionnelles, on va en parler, qui aggrave le mal. Je terminerai là-dessus, simplement que pour être reconnu au titre des maladies professionnelles, il faut pouvoir passer devant le médecin conseil de l'assurance maladie, médecin conseil qui va vérifier deux choses. La première chose, il va vérifier si la pathologie psychique est liée essentiellement et directement au travail. C'est à peu près normal. En revanche, le médecin conseil de la sécurité sociale, avant d'instruire le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, va effectivement regarder si le taux prévisionnel d'IPP, d'incapacité professionnelle permanente, IPP que tout le monde connaît, il va vérifier que ce taux est égal au moins à 25%. 25%, c'est énorme pour une maladie psychique. Prenons un exemple sur une maladie somatique. Si on vous arrache la main, c'est 20%. Donc vous voyez que quand on vous demande 25% au niveau de l'IPP, ça veut dire qu'en fin de compte, vous rejetez. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont souffrants, qui souffrent d'une pathologie psychique principalement liée au travail et qui ne peuvent pas se faire reconnaître. Et donc, et je terminerai là-dessus, ces gens-là sont repoussés et donc ils sont dépressifs, ils sont mal, ils ont une dépression liée à l'épuisement professionnel et ils sont pris en charge par le régime général de l'assurance maladie, c'est-à-dire vous et moi. Et donc aujourd'hui, s'ils étaient reconnus en maladie professionnelle, ça serait la branche AT-MP, accident du travail et maladie professionnelle, qui prendrait en fait ce coût en charge. Ce qui fait qu'en fait, il y a une dotation entre 1 et 3 milliards chaque année du régime général à la branche AT-MP. Ça, c'est la première chose qui est anormale. La seconde chose qui est anormale, et je terminerai là-dessus, c'est que à partir du moment où c'est une maladie ordinaire, on n'en discute pas dans le milieu de travail. La personne, elle est malade.
elle sort de l'entreprise, elle disparaît, mais personne n'en parle, c'est le secret médical. Donc ni les CHSCT sont convoqués, ni la DRH, ni les médecins du travail ne peuvent aborder la question. Et donc, on n'arrive pas à faire de la prévention active pour éviter que des mêmes causes ne causent des mêmes effets, c'est-à-dire que d'autres gens partent effectivement en maladie ordinaire. Et donc ça, c'est un vrai problème. Ces deux problèmes-là, il faut les corriger. Voilà pourquoi je vous invite à signer massivement la pétition Appel Burnout pour faire cesser cela. On est en négociation avec les autorités. J'espère qu'on va pouvoir faire bouger, je dirais, les lignes. Merci Jean-Claude Delgen, il pourrait animer une émission tout seul en fait. J'étais très inquiet en venant. Denis Garnier et Bernard Morat, c'est des questions pour vous maintenant. Une question, qu'est-ce que c'est que le burn-out d'abord? Comment ça se manifeste? Le burn-out, ça se traduit d'abord par un surmenage sur le travail, c'est-à-dire c'est un épuisement professionnel. Pour être épuisé, c'est un salarié qui généralement se trouve en situation de responsabilité, soit en responsabilité managériale, soit en responsabilité de projet, et qui ne mesure pas, est investi dans le travail. Ça ne touche que des gens qui sont investis dans le travail et qui ne contrôlent plus leur temps de travail et leur investissement dans le travail. C'est-à-dire ils vont sacrifier et la vie familiale et une partie de la vie professionnelle ou certains aspects de celle-ci pour s'engager au maximum. Par exemple, moi je suis dans le secteur hospitalier, on peut constater à l'heure actuelle que les cadres qui ne sont ni des agents d'exécution ni des directeurs, qui sont dans cet étau enserré dans des contraintes qui font qu'ils ne maîtrisent plus maintenant leur temps de travail, leur investissement au travail. Et c'est-à-dire plus ils travaillent, moins ils se rendent compte et plus ils font fi de leurs droits. C'est-à-dire le respect de la vie privée, par exemple, est un élément important que nous défendons, à savoir que quelle est la frontière entre le travail et la vie privée. Et là, cette frontière est complètement explosée en droit, mais en fait. Et c'est-à-dire que c'est à partir du moment où le travail envahit la sphère privée que l'état de surmenage provient. Ils ne se rendent plus compte qu'ils délaissent la famille, qu'ils délaissent les enfants, qu'ils délaissent leur environnement, tout ceci pour le travail. Et c'est quand ils s'en rendent compte, qu'ils tombent en état de burn-out. Voilà un peu la définition syndicale que je donnerai à ce syndrome qui est absolument essentiel de défendre aujourd'hui. Bernard Morat, vous l'avez vu monter progressivement au cours des années, et puis ça explose maintenant. Oui, très nettement. Très nettement, avec les collègues, on en rencontre de plus en plus. On s'en est fait la réflexion fin 2014, au moment où j'ai lancé l'appel, parce qu'on observait avant des cas de burn-out sûrement, peut-être qu'on passait à côté de certains parce qu'on n'était pas nous-mêmes alertés de ce nouveau phénomène. Mais je dirais qu'on a constaté une augmentation, j'ai dû en voir une dizaine en 2014. Nous sommes 32 médecins équivalents temps plein dans le service. Vous multipliez ça parce que nos clientèles sont grosso modo homogènes, ça ferait de l'ordre de 300 cas pour un département comme l'Indre-et-Loire, et uniquement pour les gens que nous voyons. Je ne compte pas les mutualités sociales agricoles, les gens qui travaillent dans des organismes tels que les hôpitaux, la mairie de Tours et autres qui ont des services à part. Donc c'est un phénomène qui est non seulement a émergé dans les années 70, en gros 69-70 dans les milieux de santé, mais qui tend, avec les facteurs dont a parlé Jean-Claude Delgen, à prendre une importance et des conséquences qui se révèlent maintenant. On relie aussi des diagnostics qui n'ont pas été portés autrefois à la lumière de ce que l'on sait maintenant et ce qui est passé pour un surmenage, une dépression et autres. On sait maintenant que c'était déjà des cas de burn-out, c'est-à-dire d'épuisement, d'incapacité à faire face à la demande au travail. Alors, Jean-Claude a évoqué l'étude Technologia sur le sujet qui a amené à lancer un appel de médecins du travail pour la reconnaissance de l'épuisement professionnel de l'épuisement comme maladie professionnelle. Comment on sensibilise le patronat? Dans cette affaire, je précise que la pétition que nous avons lancée, que je vous demande massivement d'aller signer et de faire relayer autour de vous, a déjà près de 10 000 signatures. Ensuite, il y a eu l'appel qu'a lancé Bernard avec ses collègues médecins qui a déjà 600 signatures. Entre-temps, on a travaillé avec les sénateurs. Les sénateurs ont, avant l'été, déposé une résolution pour faire en sorte d'attirer l'attention du gouvernement sur cette problématique. Malheureusement, il y a eu un changement de majorité au Sénat, on n'a pas pu faire un dépôt de loi. Bon, ceci dit, à l'Assemblée nationale, 30 députés ont lancé en fait une réflexion pour faire en sorte que y ait des évolutions dans la prise en charge et que l'on caractérise mieux les phénomènes et qu'il y ait une reconnaissance en maladie professionnelle. On reprend la langue aujourd'hui avec les sénateurs.
Alors le problème, il est lequel? Pour le patronat, c'est simple, ils n'en veulent pas. Ils font tout pour que, bien entendu, ça ne change pas. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, dans un contexte tel qu'il est, ils ne veulent pas avoir à subir une ponction. Et je considère, moi, que si on ne les touche pas au portefeuille, rien ne changera. C'est-à-dire que demain, ça continuera et on a beau faire du baratin. Moi, ça fait depuis 25 ans que je fais ce travail de prévention des risques. Et au cours des 7 dernières années, j'ai vu combien les choses s'aggravaient. Alors, on a progressé, on a une meilleure connaissance, on a fait de la connaissance conceptuelle et théorique, mais la prévention au plus près du terrain, au sein des organismes, au sein des relations, elle ne progresse guère. Donc il faut qu'on puisse traiter cela. Pour traiter, il faut faire comme d'autres pays. Le Danemark, par exemple, a un tableau pour le burn-out. La Belgique vient de réglementer. La Suède a un système qui permet de considérer tous ceux qui s'estiment aujourd'hui victimes de burn-out. Donc nous, on considère qu'on est en retard. Et donc il faut faire en sorte que les choses avancent et qu'on puisse réellement apporter. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un qui est victime d'un burn-out, bien sûr, lui est touché. Et je précise qu'un burn-out peut terminer par un suicide, c'est un facteur prédictif de suicide. Je précise que les familles sont ravagées, qu'il y a des gens qui partent, on en parle comme ça en 5 minutes, mais il y a des gens qui partent pour des années et des années qui ne peuvent plus revenir au travail. Ça coûte une blinde au régime général de l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, si on met un peu le travail à distance, on se récupère assez vite. Et donc, il faut faire de la prévention active. Mais pour faire de la prévention active, c'est ce que j'expliquais, il faut que ça soit discuté au sein des collectifs de travail. Et s'il n'y a pas le caractère de maladie professionnelle, ça n'est pas discuté en entreprise ni dans les services publics. Bernard Morat, quelle réaction vous avez de la part des pouvoirs publics et notamment du ministère du Travail, par exemple? En tant que médecin du travail, on est très vite limité. Ça ne peut être que par le biais de pétitions ou de se rattacher à un mouvement syndical ou autre. Mais en tant que tel, les seules pressions qu'on peut faire ou les seules préconisations qu'on peut faire aux employeurs doivent passer par la démonstration que ça coûtera plus cher de ne pas faire de prévention que d'en faire. D'accord. Voilà. Moi, ma cible elle est toujours là. Il y a 3 choses qui vont bouger les employeurs. La loi, ça fait bouger les gros employeurs parce qu'il y a des jeux avec les délégués du personnel, avec les CHSCT et autres. Il y a un équilibre qui se crée, ils respectent. La deuxième chose qui fait bouger, c'est la responsabilité pénale. Ça ne fait pas bouger les gros, ils ont des services juridiques pour leur éviter ça. Par contre, ça fait bouger les petits qui, eux, ont la trouille. Il faut savoir que 96% des entreprises en France ont moins de 10 salariés. C'est pas moi qui l'invente, ce sont les chiffres que vous trouvez sur l'INSEE. Donc, les petits, eux, ils ont peur de ça. Le petit commerçant et autres, il a la trouille. Le truc qui les fait tous bouger, c'est le portefeuille, je suis désolé. Donc, mon boulot de médecin du travail, pour la plupart, en tout cas pour beaucoup, c'est de leur démontrer que là, ils s'exposent à des frais supplémentaires à ne pas faire ce que nous pensons correct de faire pour la santé des salariés. En plus, excusez-moi, je voudrais juste terminer là-dessus, les employeurs, pour moi, ont tort de ne pas s'intéresser à ça. Je le comprends sur le plan humain, ça fait peur. Burn-out, il y a une notion de suicide, truc psychique, ça fout la trouille à tout le monde quand on n'est pas au courant de ce que c'est réellement. À partir du moment où ils réalisent que ça touche essentiellement des gens proches de la direction, des managers, c'est-à-dire des gens qui font bosser, qui déclinent le travail, ils devraient en prendre compte, en tenir compte. Un burn-out, c'est pas une petite maladie avec 15 jours d'arrêt, un antidépresseur, faut être coché, tu reviens au boulot. C'est pas ça. C'est au minimum 3 mois d'arrêt de travail. Ça va quelquefois jusqu'à 6 mois. C'est une personne qui fréquemment se retrouve en inaptitude et qu'on a toutes les peines du monde à faire retravailler, même en dehors de l'entreprise. Le fait que ce soit reconnu en maladie professionnelle, ça implique que le CHSCT doit être mis dans la boucle. Que la recherche d'un poste, la recherche d'un aménagement, d'une réorganisation de la charge de travail, c'est positif pour tout le monde. Pour les salariés, pour le management, pour la direction, pour toute l'entreprise. Denis, quels sont les métiers les plus touchés? Mais on peut estimer que les métiers les plus touchés sont les métiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, à responsabilité. C'est-à-dire essentiellement les cadres, ceux qui se trouvent pris entre le marteau et l'enclume, si on peut dire. C'est-à-dire tous ceux qui doivent gérer des situations difficiles. Il y a des contraintes telles que ces gens-là, comme je le disais en introduction, ne voient plus, ne maîtrisent plus la différence et la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et plus ça va, plus ils vont vers la vie professionnelle sans se rendre compte, avec les outils tels que le fax, le mail,
enfin le fax c'est un peu dépassé maintenant, mais le mail, les téléphones portables, tout ce qui fait que le travail s'invite à la maison et que même à la maison, ils continuent à bosser et même quand ils ont quitté le boulot, qu'ils ont posé l'ordi, la nuit, ça continue à tourner. Donc voilà un peu les questions les plus... Alors je reste avec vous. Comment est-ce que vous intervenez auprès des équipes syndicales pour, Bien, les équipes syndicales ont des outils. D'abord le droit. Je rappelle que la vie privée est du Code civil, que le respect de la vie privée est une loi fondamentale de la République qui doit s'imposer à tous et que par exemple à l'hôpital, nous sensibilisons les équipes syndicales sur le fait que les cadres, les directions d'hôpitaux n'ont pas le droit de rappeler des gens sur leurs jours de repos et sur leurs jours de congé par exemple. Alors que les salariés se laissent entraîner dans cette spirale infernale où ils acceptent parce qu'il y a une culpabilité qui est mise sur leur tête et essentiellement lorsqu'ils sont dans une situation précaire. Lorsqu'ils sont dans une situation précaire, une autre catégorie qui est victime du syndrome de burn-out, c'est-à-dire que lorsque vous avez des responsabilités, que vous n'avez plus de limites, ou lorsque vous êtes dans un état de servitude tel que vous ne pouvez plus dire non à celui qui vous donne des ordres. Et donc à ce niveau-là, il y a le droit. D'abord le rappel du droit et de donner à chacun un rappel du droit. La seconde chose qui caractérise le burn-out, c'est l'isolement professionnel. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'investissent tellement dans le travail qu'ils se retrouvent seuls dans le travail. Et donc redonner du collectif. Mais ça ne doit pas être que des mots. Et quand on a des équipes syndicales, notamment dans les CHSCT, c'est de veiller justement, à être attentif à ces salariés qui font des heures supplémentaires, qui se laissent aller à travailler tard le soir, qui ont des mails, qui sont responsables de service et qui ne regardent plus le travail tel qu'il devrait être regardé. Et ils pensent qu'ils sont seuls à travailler. Or, ils font partie d'un collectif de travail. Et ce collectif de travail, il est caractérisé par la nature même des tâches qu'ils ont à accomplir. Et ces tâches sont collectives. Nous, à l'hôpital, c'est le malade. Et bien, si on replace le malade au centre, qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre situation par rapport à cet objet de travail? Eh bien, on se retrouve dans un collectif de travail. Et à partir du moment où le salarié se retrouve dans un collectif de travail, il est moins seul. Et si je peux conseiller, le troisième conseil que je donne à tous les salariés pour ne pas se sentir seul, c'est évidemment de se syndiquer. Oui, le message est clair. Jean-Claude, on vient de voir la situation, on vient de voir les enjeux. Quelle est l'approche qu'il faut avoir maintenant sur ce problème-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out, l'épuisement professionnel, c'est la combinaison de deux grands facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le travail excessif. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont sollicités de manière démesurée par leur employeur qui peut être public ou privé. Ça, c'est le premier grand facteur. Le second facteur, c'est ce qu'on appelle le travail compulsif. Là, vous avez des personnes qui considèrent qu'elles ne peuvent pas ne pas travailler beaucoup. Pourquoi elles considèrent qu'elles ne peuvent pas ne pas travailler beaucoup? Tout simplement parce qu'elles ont un idéal de réalisation, ce qui est très bien, mais surtout, c'est qu'elles sont touchées par la précarité ambiante. Nous avons dans ce pays 5 millions de chômeurs. Vous avez des cadres. Dernièrement, je discutais avec un cadre de Clermont-Ferrand, technicien en maintenance. Il m'expliquait, moi, je gagne très bien ma vie. Je suis à 4 000 € net. Mais ma femme est au chômage depuis 18 mois. Si je ne travaille pas comme un dingue, je perds mon emploi parce que mon patron, c'est un fou furieux. Et si je perds mon emploi, demain, je serai à 2005. Je vais retrouver un emploi, mais je retrouve à 2005. À 2005, je ne passe pas. Vous voyez, donc, il y a une précarité virtuelle intégrée. Et donc, quand vous avez travail excessif d'un côté, qui se combine avec travail compulsif de l'autre, là, les gens rentrent dans un système où il n'y a plus aucune limite. À la limite, vous auriez du travail excessif, mais vous auriez des gens qui mettent le travail à distance. Je finis à 8 heures, je m'occupe de mes enfants, je vais au théâtre, etc. On verra ça demain. Mais ça, c'est de moins en moins possible. Ou vous auriez à la limite des gens qui veulent travailler beaucoup. L'affaire Kerviel dont on s'est occupé, ça a été la démonstration. Mais avec un employeur qui dit non, vous partez en vacances, vous prenez vos repos. Les deux se juguleraient. Mais quand vous additionnez le travail compulsif et le travail excessif, vous rentrez dans une spirale avec 4 phases que je précise rapidement. La première phase, c'est l'engagement heureux. Bon, globalement, il n'y a pas de problème. L'individu mobilise de l'émotion positive, il a de la reconnaissance, tout va bien. Mais s'il travaille trop, il rentre dans la deuxième phase. La seconde phase, c'est quoi? C'est le surengagement. L'individu commence à payer un prix très, très féroce sur sa vie privée, sa vie publique, ses activités sportives. Il sacrifie tout à son travail. Ce qui compte, c'est le travail.
Et la troisième phase, c'est celle du fonctionnement frénétique. Là, l'individu travaille en mode automatique. Il se met en mode robot pour tenir toute l'activité. Et il n'y arrive plus d'ailleurs. Et donc, il a des phases d'angoisse, d'anxiété qui montent. Et je le dis d'ailleurs à tout le monde, quand vous travaillez trop, vous travaillez mal. Vous commencez à faire des erreurs. Vous commencez à manquer de discernement, à avoir de la distance par rapport au travail. Et là, vous commencez aussi à perdre et à subir le poids de vos erreurs. Vous êtes dans un engrenage où on va commencer à vous retirer toute la reconnaissance. Et là, c'est grave parce que la personne peut tomber dans une mésestime de soi et elle peut très bien aller après vers une crise identitaire. Et ça, c'est la troisième phase. La quatrième phase, bien entendu, c'est l'écroulement. Bernard pourrait vous le parler plus que moi, mais là, c'est très grave. C'est-à-dire que ça peut être l'AVC, ça peut être, l'accident de la route, risque cardiovasculaire, paralysie, etc. Il peut y avoir énormément de choses, mais ça se caractérise toujours par le fait que l'individu a poussé trop loin dans ses réserves, qu'il est totalement épuisé. C'est pour ça que on a des symptômes qui nous viennent, et je le dis à tout le monde, travailler c'est bien, moi je travaille énormément, mais je me connais, je peux me protéger. Certaines personnes travaillent trop et ne se connaissent pas et s'exposent donc à des risques. Donc, ok pour la valeur travail, ok pour travailler beaucoup, mais attention, si vous travaillez trop, vous pouvez vous mettre en danger. Il faut savoir mettre le travail à distance. Savoir mettre le travail à distance, c'est écouter son corps. Vous avez des signes qui vous viennent, des manifestations cutanées, la fatigue chronique que vous n'arrivez pas à évacuer par des nuits de sommeil, des mal de dos, etc. Vous avez donc des signes qui vous viennent, l'irritabilité, etc., des symptômes, que ce soit au niveau comportement, au niveau physique, au niveau psychologique. Il faut écouter son corps pour mettre un peu le travail à distance. Dès qu'on met un peu le travail à distance, on relâche 3-4 semaines, ça revient, parce que le corps est un outil fabuleux et que quand vous mettez le travail à distance, vous récupérez assez vite. Donc on voit, il faut prendre en compte des cas individuels, regarder les collègues de travail, observer son environnement, essayer de détecter les gens qui commencent à présenter des signes et qui ne les voient pas eux-mêmes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans un collectif, on les fait rencontrer d'autres gens qui sont dans le même cas pour qu'ils se prennent... Non, très difficile à dire pour le moment, puisque rien n'est fait, puisque ce n'est pas pris en compte. Donc, Et qu'est-ce que le médecin préconise? Qu'est-ce que les médecins préconisent? Pour le moment, il n'y a pas de consensus là-dessus. Il n'y a pas de consensus. Quand je vois une personne dont je suppose qu'elle est en train de se surcharger, en reprenant son dossier, je m'aperçois que vont en augmentant, par exemple, ses problèmes d'épaule. Puis tiens, il y a un problème de dos qui est apparu. Puis tiens, elle a eu une maladie infectieuse récurrente. Puis quand je regarde dans les années précédentes, cette personne ne faisait jamais ça. Je vais commencer à discuter avec elle. Souvent, la personne minimise. Non, mais j'ai beaucoup de travail, mais... ouais. Mais quand on en discute un petit peu plus, oui, c'est vrai, j'en ramène à la maison. Oui, c'est vrai, je viens plutôt le matin, parce que vous comprenez, j'ai tellement de réunions que j'ai pas le temps de faire mes mails avant. Donc je viens à 7h15, alors que l'embauche est à 8h30. Ah oui, bah le soir, je pars plus tard. Le burn-out, il faut bien comprendre, c'est pas une maladie de feignant. Pas du tout. C'est une maladie de gens impliqués qui n'osent pas plier du genou, parce que c'est pour eux porteur de tas de significations. Et au bout d'un moment, quand ils sont épuisés, ils ne savent plus de quel côté se tourner, le travail perd de son sens. Au bout d'un moment, ils disent « je ne sais plus ce que je fais ». Jean-Claude parlait des erreurs dans le travail qu'on finit par leur reprocher. C'est tout à fait exact. Ils finissent par faire des erreurs en disant « mais j'ai fait tellement de choses ». C'est passager, ils minimisent. Puis quand la perte de sens au travail, qui est assez caractéristique, s'installe, ils vont devenir cyniques. Ils vont commencer à dire l'allocataire à la caisse d'allocation familiale, ça a pu être l'allocataire. Ça risque de devenir ces gens-là. D'accord ? Le malade va devenir le cas. La vésicule, le fémur. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une mise à distance de tout ce qui est humain, de la dimension humaine, parce que les gens ne peuvent plus tout encaisser. C'est impossible. Je suis intervenu il y a 2 semaines, ça fera 2 semaines demain, pour une jeune femme que j'ai vue dans un service parapublic, enfin un organisme social, effondrée en pleurs à l'infirmerie. J'étais là ce jour-là, en discutant quelques minutes avec elle. Le diagnostic était évident, cette personne était en train de s'effondrer. Si ce n'était pas ce matin-là, ça aurait été 2 jours après ou la semaine suivante. J'ai écrit à son médecin, j'ai fait une alerte auprès de l'employeur en disant, là, il y a manifestement un problème, cette personne est en surcharge, elle ne va pas bien, et le médecin l'a arrêtée jusqu'au 15 février, je vais la revoir un petit peu plus tard,
Parce que si la personne s'arrête trop longtemps, on va avoir du mal à la remettre dans le milieu du travail. Si l'employeur ne bouge pas, là je sens qu'il va bouger, j'ai fait ce qu'il fallait, on va arriver à faire quelque chose. Mais il y a plein d'autres endroits, plein de professions. Je m'occupe d'une clinique dans la région. Je veux dire, ce que disait, je crois que c'est toi qui disais ça, on rappelle les gens à domicile. Et ça, c'est absolument quotidien. Quotidien. Ah, et les gens, d'ailleurs, c'est marrant, ils disent, les infirmiers, infirmières disent, je suis revenu parce que vous comprenez, les malades. C'est un problème pour eux, pour les malades. C'est pas un problème de la direction. C'est pas un problème du fait qu'on est en flux tendu en permanence. Après tout, il y a des boîtes d'intérim. Ils pourraient aussi bien les utiliser parce que quand on prend l'infirmière de dialyse et qu'on l'envoie au service de cardiologie en réanimation, elle connaît pas forcément le service. Simplement, vous savez, c'est la technique des duplos. Vous avez le truc, c'est entre 2 et 4 ans. Hein. Il y a le rond dans le rond, le carré dans le carré, l'étoile dans l'étoile. On a pris une IDE ou un IDE, on l'a mis à l'endroit où il y avait un besoin. On ne s'occupe pas de savoir s'il en a les compétences exactes et autres. On a besoin de remplir des cases. Parce que si l'inspection du travail passe, on a rempli les trous. Voilà. Il y a cet aspect quand même qui est assez catastrophique. Donc que faire? C'est essentiellement intervenir auprès de l'employeur en amont de l'accident. L'accident dont parlait Jean-Claude, l'exemple que j'ai en tête, que j'ai cité il n'y a pas très longtemps, c'est une dame dont le burn-out s'est traduit par un accident de la route en allant chez un client, une grande surface en l'occurrence de bricolage. Elle m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a rien eu. Je me suis retrouvé à taper directement dans le mur du magasin. Elle a porté un contrat. Mais il était 20h30. Elle a porté un contrat, elle a tapé dans le mur. Elle s'est retrouvée le nez sur le volant. Et là, on a dit, stop, faut arrêter. Cette dame, 5 mois après, je l'ai mise en inaptitude définitive au poste de cette entreprise parce qu'il n'y a rien eu de fait. C'était le 23 juin 2014. Nous nous sommes revus là à la mi-janvier. Elle est toujours à la Pôle emploi. Elle n'a toujours pas retrouvé de boulot alors que maintenant elle est opérationnelle. C'est dramatique. Jean-Claude Delgen, les entreprises font l'autruche là encore? Beaucoup? Je vais vous raconter. Allô? Ouais, je vais vous raconter une petite histoire rapide. On a eu à traiter dans une grande société de télécom qui n'est pas France Télécom, un cas dramatique il n'y a pas très longtemps. Et dans cette société, le directeur de la qualité, qui était un cadre, qui avait travaillé énormément pendant 7-8 mois, partait en vacances avec sa femme et sa fille en Corse. Il arrive, il était fatigué, mais comme on ne peut pas imaginer, il allait travailler pour les classements, vous savez, qu'il y a toujours sur les sociétés de télécom, le meilleur transmission, le proximité, etc. Bon, il arrive en Corse avec sa femme, sa fille, il s'installe, il fait un premier repas super, il décide d'aller à la plage l'après-midi, et là, à 15h, le téléphone sonne. La femme fait la gueule, vous imaginez, déjà qu'il y avait pas mal de tensions entre eux, parce qu'ils travaillaient trop. Au final, il répond au téléphone, sa femme, ça dure un peu, sa femme et sa fille vont à la plage. Et le lendemain, elle rentre le soir, elle le trouve encore au téléphone. Le lendemain matin, même chose, dès le matin, le téléphone sonne. Ça dure 3 jours. Au bout du 3e jour, la direction de Paris, en fin d'après-midi, lui demande de rentrer pour régler les problèmes, alors qu'il est en vacances. Il rentre, il n'y a plus d'avion, donc il prend le bateau de nuit, et il prend le train pour rentrer chez lui. Et là, il disparaît des compteurs. Sa femme s'inquiète, elle téléphone, elle ne le trouve pas, etc. Elle rentre à catastrophe, elle le trouve, il est décédé dans la buanderie. Il s'est donné la mort. Donc on voit effectivement que l'épuisement professionnel peut conduire des gens qui sont surinvestis à des actes terribles. Parce que quand ils rencontrent des difficultés, qu'ils n'ont plus l'énergie pour pouvoir les surmonter, qu'ils n'ont plus rien, qu'ils n'ont plus de soutien, ils peuvent effectivement se donner la mort. Donc, nous, on a travaillé sur une centaine de crises suicidaires en entreprise depuis 7 ans. Eh bien, je peux vous assurer qu'au moins un tiers des cas sont relatifs à des situations de burn-out, d'épuisement professionnel. Alors, que faire? Il faut effectivement que le débat s'ouvre. Et le débat, il doit s'ouvrir en permettant vraiment la reconnaissance des responsabilités. Il n'y a pas de burn-out partout, il y a des endroits où ça se passe très bien. Il y a des boîtes où ça se passe très bien. Et il y a des endroits où vous avez ce qu'on appelle des mauvais élèves, vous avez vraiment beaucoup de problèmes qui est lié en fait à un autisme social de la part de la direction générale, qui ne veut pas considérer les problèmes et qui en rajoute une couche à chaque fois. Donc l'idée, c'est vraiment de susciter un débat national, un débat au niveau de l'entreprise et bien sûr de prendre en charge les gens qui sont touchés. Mais on n'y arrivera pas si, à un moment donné, on ne dit pas, au-delà de la prévention que l'on peut faire au quotidien, à travers le CHSCT, les médecins du travail, etc., les syndicalistes qui font un travail énorme, on n'y arrivera pas
si à un moment donné, on ne dit pas, attendez, ça, ce sont des dépenses qui relèvent de l'entreprise, c'est à l'entreprise d'assumer ses responsabilités. Parce que là, quand vous toucherez au portefeuille, on va réintégrer un élément dans le cockpit des dirigeants et ils vont prendre les mesures pour faire en sorte de, je dirais, mieux quantifier la charge de travail, mieux l'évaluer. Sinon, ça va être, encore une fois, on va mettre sur la touche énormément de gens. Comme le disait Bernard, les gens qui s'investissent énormément au travail, ce ne sont pas des gens qui sont des feignants. Au contraire, c'est des gens qui sont très remarqués, qui sont très en pointe. Donc il ne faut pas décourager ces gens-là. La France a besoin de gens qui travaillent. Il faut au contraire les reconnaître. Mais vous savez d'où vient le terme burn-out? Il vient d'un écrivain qui s'appelait Graham Greene, qui a écrit un livre dans les années 60. Et l'écrivain raconte l'histoire d'un architecte complètement saturé de travail qui se réfugie dans une léproserie au Congo. Et il fait le parallèle entre la maladie qui monte chez l'architecte et puis les lépreux qui sont laissés pour compte, qui sont laissés de côté, qui sont les surnuméraires de la société, les exclus. Eh bien, il faut que par notre travail, par la mobilisation, par la signature massive des pétitions qui circulent, on oblige à faire en sorte que demain, ceux qui sont victimes de burn-out ne soient pas les lépreux d'hier. Il ne faut pas que ces gens-là soient exclus, il faut qu'ils soient reconnus, qu'ils puissent effectivement se reconstituer. Le fait est qu'aujourd'hui, quand ils sont exclus comme ils le sont, ça ne leur permet pas de se reconstruire. Chacun sait que quand un syndrome d'épuisement professionnel est reconnu immédiatement, la personne se reconstruit beaucoup plus rapidement. Quand il est nié dans cette reconnaissance, ça peut durer des années. Donc, on l'a compris, le burn-out n'est pas une maladie honteuse. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Merci. Merci à l'animateur. Merci. Merci. Merci, messieurs. On se retrouve ce soir pour une nouvelle table ronde avec Force ouvrière consacrée à l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel, mais pas que. Donc, rendez-vous ce soir à 18h ici même pour cette nouvelle table ronde. Merci, à bientôt.